D'abord, il faut savoir que les fondamentaux de l'économie sénégalaise restent solides. Pourquoi? Parce que depuis 2013, nous avons eu une croissance continue jusqu'à l'éclatement de la maladie à coronavirus en 2019, qui a plombé notre croissance et nous a fait chuter jusqu'à, parce qu'on avait des croissances en moyenne de 6%, nous a fait chuter jusqu'à 1,1%. Les mesures draconiennes que l'État du Sénégal a prises nous a permis de retrouver la croissance en 2021. Parce qu'avec la mobilisation des 1000 milliards de plans de résilience économique et sociale, qui a permis au plan de riposte et de relance, en même temps de faire bouger la croissance. On avait donc une certaine, comme on appelle ça encore, embellie, c'est-à-dire au niveau des agrégats, et on était sur une autre trajectoire de croissance, jusqu'à ce qu'il y ait l'éclatement justement de la crise russo-ukrainienne. La persistance de la maladie avait plus ou moins induit sur le plan macroéconomique des dysfonctionnements notamment. Alors, le gouvernement du Sénégal n'avait qu'un moyen d'y remédier, c'était le recours à l'instrument budgétaire. Parce que nous sommes dans une union monétaire, donc nous n'avons pas, comme les Occidentaux, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, nous n'avons pas de planche à billets. Donc, pour faire face à ces chocs exogènes, il fallait utiliser l'instrument budgétaire en quoi faisant? En faisant une rationalisation optimale des charges de fonctionnement de l'État. C'est l'une des premières mesures prises par le gouvernement, c'est-à-dire mobilisation des ressources extérieures telles que la liquéfaction des DTS, les apports des partenaires techniques et financiers, l'accès à des ressources concessionnelles comme l'IDA pour faire face et à côté mobiliser justement les recettes fiscales. C'était les deux mesures et plus la rationalisation des charges de fonctionnement de l'État qui a permis à l'État de mobiliser 1000 milliards de francs CFA, qui nous a permis d'avoir une certaine embellie sur le plan des agrégats. Et là, en 2021, nous étions en croissance de 4,8, de 6,1, pardon. Et malheureusement, la crise ukrainienne a encore impacté sur notre PIB et on se retrouve, selon les prévisions, le rapport de la Banque mondiale, pour 2022, à une croissance de 4,8% et avec naturellement un endettement de 73,2%. Alors, vous savez, un État a trois sources de financement. La première, c'est les recettes fiscales. Nous sommes dans un environnement où la pression fiscale est faible. Quand je dis la pression fiscale, je ne parle pas du taux d'imposition, mais de l'assiette. Elle est réduite. Si vous savez qu'au Sénégal, moins de 100 entreprises payent 60% des recettes fiscales, c'est quand même lourd pour les finances publiques. Ça, c'est un. Donc, si les recettes fiscales ne sont pas suffisantes pour un État, l'État est obligé de recourir à un endettement. Après cet endettement, il y a la mobilisation de l'épargne nationale. C'est la contribution des opérateurs financiers au financement de l'économie. Voilà les axes sur lesquels le gouvernement a commencé à travailler, qui nous avait donné justement cette croissance d'après-Covid, freinée par la crise sur les denrées alimentaires, etc. Les économistes du monde entier sont unanimes
en ce qui concerne les critères de Maastricht. Le plafond de 70% qui a été scientifiquement élaboré n'a plus de sens. Parce que même les pays développés, quand vous prenez le Japon, ils sont à 220, quand vous prenez la France, ils sont à 135% de taux d'endettement par rapport à leur produit intérieur brut. Et cela fait partie des combats du chef de l'État, du président Macky Sall, qu'il y ait un dépérissement des critères de convergence, à savoir le taux d'endettement, le plafond de 70% n'a plus sa raison d'être, compte tenu du fait qu'il y a des chocs exogènes indépendants de la volonté des nations. Et ces chocs, comme vous le savez, il y a une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement, une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a l'effet du cours du dollar qui monte de manière exponentielle, plus le fret. La combinaison de ces facteurs fait qu'il est quand même impensable et injustifié de toujours se mettre à l'intérieur des critères de Maastricht, qui ne sont plus d'actualité. Alors, parce que pour relancer l'économie mondiale, toutes les nations sont obligées de creuser les déficits. Des pays comme le nôtre, non seulement la protection du pouvoir d'achat requiert le fait de creuser le déficit, mais en plus, les dépenses liées à la gestion de la pandémie, notamment la prise en charge de tous les malades de SARS-CoV-19, l'amélioration des plateaux médicaux et la course vers les souverainetés alimentaires ont un coût, impact naturellement sur les finances publiques. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas reprocher à un État de s'endetter, surtout quand le fisc n'est pas au rendez-vous, quand les recettes fiscales. Figurez-vous qu'en 2021, nous avons mobilisé 2595 milliards de recettes fiscales. En 2022, nous comptons aussi, avec la relance, essayer d'aller jusqu'à 3 000 milliards. Mais tout ceci, espérons-le, c'est une situation conjoncturelle, et des pays comme le Sénégal, où il y a eu découverte des hydrocarbures, on a beaucoup plus d'espoir de retrouver une croissance, et le même rapport de la Banque mondiale précise qu'en 2023-2024, on sera aux environs de 9,2%. Pourquoi 9,2%? Il va y avoir la rentrée des recettes issues des hydrocarbures. Notre pays est membre de l'ITIE, l'initiative sur la transformation des industries extractives. Pour dire quoi? Ça nous permet de dégager, de gagner plus sur nos ressources minières, sur nos ressources en général, zircon, hydrocarbures, etc. Et cela, ça va naturellement contribuer à l'amélioration du cadrage budgétaire. Ça va nous permettre aussi de faire face à notre endettement, parce que le remboursement de la dette, si vous vous souvenez, en 2021, il y avait une suspension, il y avait l'initiative sur la suspension de la dette publique. Et ça faisait partie des combats du président Macky Sall. Et pendant un an, l'essentiel du service de la dette était suspendu. C'était pour donner une bouée de sauvetage à un pays comme le Sénégal. Mais en plus de cela, nous sommes allés plus loin. Nous avons digitalisé les régies financières, c'est-à-dire la douane, les impôts et les domaines, par une interconnexion entre ces différentes régies pour dégager plus de recettes fiscales. Ailleurs, on a mis en place un plan qui est très efficace, qui s'appelle le plan Yatal, dont le but était de
mobiliser des ressources domestiques en couplage avec l'endettement. Mieux, les instructions du chef de l'État ont été d'aller chercher des ressources concessionnelles, notamment avec l'IDA 2020. Donc c'est un ensemble de mesures qui nous permet d'être résilients face à ces chocs. Pour inverser la tendance de la pauvreté, les investissements publics massifs vont continuer. Un appel d'air a été fait au secteur privé, parce que le secteur privé, les signaux que M. le Président de la République a envoyés au secteur privé, c'était l'ouverture de la plateforme pétrolière, de la plateforme logistique pétrolière à des Sénégalais. Donc c'est construit par des Sénégalais, géré par des Sénégalais. L'ouverture d'une centrale électrique de 300 MW entièrement secteur privé sénégalais. À cela s'ajoutent les investissements directs étrangers liés aux hydrocarbures. Tout cela, tous ces aspects vont relancer la croissance qui va réduire naturellement la pauvreté. À cela s'ajoute un accompagnement avec des anesthésiants sociaux, ce qu'on appelle les filets sociaux, qui permettent de réduire justement l'impact de la pauvreté, parce qu'il y a une question de rationalité derrière. C'est pas parce qu'on a des filets sociaux que c'est pas juste pour les appuyer, non. C'est-à-dire c'est que la machine, la locomotive puisse tirer de la croissance, puisse tirer tout le monde vers le haut. Il y a eu les kits alimentaires, il y a eu les transferts de cash, il y a eu la revalorisation de 120 000 fonctionnaires à hauteur de 100 milliards, il y a eu des subventions drastiques sur l'énergie, notamment le pétrole, l'électricité et une renonciation fiscale sur les denrées de première nécessité, particulièrement le riz, l'huile et le sucre. C'est autant de mesures donc, qui permettent d'alléger l'impact de la spirale inflationniste sur les ménages vulnérables, donc sur la pauvreté. Nous avons compris qu'en Afrique, les États ne peuvent pas donner un emploi à toute cette jeunesse, raison pour laquelle les États choisissent la voie de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. Pour cela, c'est-à-dire favoriser, si vous savez qu'il y a 9 millions de personnes qui s'activent dans le secteur informel, alors qu'il n'y a que 500 000 salariés, si on prend les 160 000 de la fonction publique plus les 240 000 du secteur privé, nous sommes à peu près à 500 000 salariés sur une population de 17 millions d'habitants, avec 9 millions dans le secteur informel. Les orientations du gouvernement vont dans le sens de favoriser, de stimuler l'esprit entrepreneurial. Et des organisations comme l'Observatoire de la qualité des services financiers que je gère orientent leur activité dans le fait de fouetter l'esprit entrepreneurial des Sénégalais, parce que c'est le seul moyen actuellement de résorber le chômage endémique des jeunes, appuyé en cela par des outils financiers et des outils non financiers que l'État a mis en place. Les outils non financiers, c'est les structures d'encadrement des entreprises, telles que la DPME, la vulgarisation,
la promotion de la microfinance, la promotion de l'accès au crédit et de revoir la tarification bancaire. Parce que autant et la mise en place normalement de fonds publics tels que l'ADER, des fonds qui permettent aux couches vulnérables qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique d'accéder à des fonds publics sous forme d'incitation à l'auto-emploi. Et le secteur privé aussi sera accompagné. Je vous ai dit tout à l'heure le signal que les autorités ont lancé au secteur privé en leur disant, écoutez, dans le cadre du PAP 2A, vous avez la possibilité d'entrer en partenariat avec l'État du Sénégal pour la résorption de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté pharmaceutique. C'est pourquoi vous avez vu que des privés sont en train de construire des usines de production de médicaments. Et le président de la République est allé jusqu'à demander à la communauté internationale la levée comment on appelle ça, des frais sur les brevets. Parce qu'en fait, produire un vaccin, produire des médicaments, c'est facile. Mais ce qui coûte cher, ce sont les brevets liés à la production des médicaments. La communauté internationale a répondu favorablement à cela. Donc, toutes ces souverainetés, pour qu'elles soient acquises et retrouvées, il faut nécessairement une forte implication du secteur privé. C'est tout le sens du rapport. Le rapport a souligné à juste titre que nous devons aller vers des schémas entrepreneuriaux.